Alors, un mot de présentation peut-être. Ruud Scherener, vous dirigez l'orchestre symphonique du Conservatoire à rayonnement régional de Reims. Vous êtes né en Argentine. Vous avez obtenu dans votre pays natal un prix de piano. Vous avez commencé là-bas vos études supérieures. Vous êtes arrivé en France en 1981. Vous êtes marié à un compositeur depuis quelques années maintenant. 35. Et vous dites, j'ai toujours aimé la musique du XXe siècle. J'ai dirigé beaucoup de créations dans ma vie. Et vous allez peut-être nous le confirmer, mais je crois qu'en décembre prochain, vous allez diriger à l'Opéra de Reims une création, Zazie dans le métro, une création signée du jeune compositeur italien Matteo Franceschini. Jackie Terrasson, vous êtes, vous, 100% français, 100% américain. Vous êtes né à Berlin il y a quelques années. On peut dire votre âge? Allez, vous avez une quarantaine d'années. Votre père venait de Normandie, votre maman de Caroline du Nord. Vous êtes un citoyen du monde. En 1995, le New York Times vous citait parmi les artistes qui pourraient changer la culture du jazz des 30 prochaines années. C'est ce qui s'appelle crouler sous les hommages. Votre dernier album s'appelle Texas. Vous êtes 100% français, je l'ai dit, 100% américain. Et vous êtes aussi, bien sûr, amateur de vin, sinon vous ne seriez pas là, mais vous êtes aussi un collectionneur. J'ai une cave. Une cave, oui. Petite cave? Petite cave. Oui, c'est-à-dire? Je sais pas, 300 bouteilles. 300 bouteilles, c'est tout à fait Un peu raisonnable. plus, 400. Oui. Faut pas donner l'adresse. Non. Jacques? Eh bien, non, on va commencer peut-être par Olivier qui... Oui, voulait on va parler. surtout commencer On va par commencer Ruud. par le classique Oui. et par la régionale de l'étape. En plus, voilà. Donc, quand on a préparé ce débat, on a parlé, et vous m'avez dit votre inquiétude, vous m'avez dit, s'il faut que je parle de vin, c'est pas mon métier, c'est pas mon univers. Mais là où on attend votre avis, c'est plutôt sur la petite musique du vin. Voilà. Et éventuellement, le parallèle qu'on peut faire entre écouter de la musique et pourquoi pas déguster un vin, et peut-être même alors voir les analogies et voir aussi ce qui peut se passer si on déguste un vin en écoutant la musique. On en a un peu parlé, mais ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. En fait, depuis que vous m'aviez invité, je vous en remercie, et j'ai beaucoup réfléchi. En fait, je me disais ce matin, c'est pire que la psychanalyse, parce qu'une fois qu'on se pose la question, on pense tout le temps au rapport. Et vraiment, il y a un caractère éphémère dans le vin et dans la musique. C'est le caractère, l'instant qu'on attend, l'instant qu'on prépare, et l'instant qui ne dure pas, mais dont on garde un énorme souvenir et très très beau en général. Le nombre d'heures qu'on passe à travailler et à préparer une musique pour ces quelques minutes ou ces quelques heures de réalisation devant le public. Public que d'ailleurs j'ai toujours dans le dos, c'est très particulier pour moi, c'est très bizarre d'avoir des gens qui me regardent en général et je ne les vois pas. En général, donc c'est ça l'inverse. change. Donc c'est de ce côté-là que je vois vraiment un parallèle, c'est-à-dire quand on prépare une partition, quand on travaille, on passe des heures à table ou devant son piano pour préparer, imaginer la musique et la concevoir. Et il y a ce moment donc, de plaisir qui est le concert, qu'on attend et pour lequel on se prépare. Et je pense qu'il y a un parallèle avec le vin, justement, quand on pense à une bonne bouteille pour quelqu'un ou un moment de plaisir. Le champagne, c'est toujours lié pour moi à un moment de plaisir, comme cette bouteille au frigo. Mais à partir de maintenant, je promets, j'en aurai toujours une dans mon frigo. Et donc, on pense à ce moment, et là, il y a vraiment un parallèle pour moi. Là. Et peut-on imaginer que la dégustation d'un vin puisse inspirer, pourquoi pas, la composition d'un morceau de musique? Bonne question. Je ne sais pas si la dégustation peut inspirer la composition, parce que la composition, c'est quelque chose d'extrêmement long. Comme vous l'avez dit, je partage ma vie depuis 35 ans avec un compositeur. Et la composition, c'est des heures et des heures de travail. Mais je pense que ce n'est pas un vin qui va susciter une musique, mais c'est peut-être le contraire. Une certaine musique qui peut appeler un vin. Et alors, pour poser la première question politiquement incorrecte de la journée, est-ce que vous pensez, alors on va parler de légère griserie, on va parler de temps en temps avec Jacques, on s'amuse à employer le mot être pompette. Vous savez, c'est vraiment pour suggérer qu'on a un tout petit début comme ça d'effet de l'alcool, mais tout ce qu'il y a de positif.
d'un peu désinhibant aussi. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça peut aider à recevoir et à rentrer dans un morceau de musique? Pour le public ou pour moi, pour les artistes? C'est une question Pour vous, personnelle pour vous en tant que professionnel, mais aussi pour vous en tant que public, avisé certes, mais simplement dans le fait d'écouter un morceau de musique. L'état de bien-être que peut procurer la seule dégustation de quelques gorgées de vin, est-ce que c'est favorable à l'audition d'un morceau de musique? Je vais vous décevoir, en ce qui me concerne, non. D'accord. Non, mais j'attendais pas un oui, j'attendais votre réponse. Voilà. Vous voulez peut-être réagir à ça? Oui, moi je dirais en ce qui me concerne, oui, de la même façon dont certaines personnes, après avoir bu un verre de vin, parlent de façon plus éloquente, ont des idées un peu plus inspirées. Moi, au piano, après un verre de vin, il peut m'arriver d'entendre quelque chose de façon très naturelle qui vient instantanément. Et Jackie, je crois que vous avez même composé ou improvisé à Bordeaux, à Château-Palmer par exemple, Oui. autour du vin, quoi. Oui, c'est Thomas qui m'avait invité pour faire un coup. À Château-Palmer, qui est un grand cru classé de Margaux. Voilà. Et Thomas m'avait invité, il m'a fait découvrir d'abord le vignoble et raconter l'histoire de toutes les parcelles. Et en l'occurrence, c'était en 2010, donc on dégustait le 2009. Et il m'avait demandé de créer des parties musicales inspirées de certaines parcelles. Et c'était très intéressant. Et ensuite, il y a eu un dîner où on célébrait l'année 2009, mais on est remonté jusqu'à 59, 69, 79, 89. Et arrivé à 59, là, on commençait... On a commencé par 59 sur un risotto à la fraise. Et on arrivait quand même à retrouver le piano. Oui. C'est ça le danger, c'est qu'il faut pas trop boire. Moi, je suis quand même assez surpris. C'est pour ça qu'on voulait parler un peu de musique. C'est que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer des grands musiciens classiques plutôt, et je les ai toujours trouvés amoureux du vin. Et je me disais, tiens, c'est une corporation qui aime le vin. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ils sont toujours partisans pour participer aux Journées du Clos Vougeot. Là, il y a un grand concert à la fin juin. Il y a les plus grands compositeurs, pianistes qui viennent jouer là pour avoir le plaisir aussi de participer, de goûter des vins de Bourgogne. Et je me demandais s'il n'y avait pas une espèce de similitude entre le fait de partager la musique, de créer ensemble, et l'élaboration du vin, quoi. Le vin, c'est aussi un élément de convivialité, mais on ne boit pas tout seul. Oui, absolument. Mais je pense qu'il y a vraiment de grandes ressemblances entre la musique et le vin. C'est vrai que c'est quelque chose... Moi, quand j'achète une bouteille de vin, la première chose que je me dis, c'est avec qui je vais la boire, avec qui, à quelle occasion. Et il y a vraiment cette notion de partage, de convivialité, d'échange. Le vin, comme la musique, rapproche les gens, leur donne envie de communiquer. Et je trouve ça très, très beau. Oui, en fait, je voudrais rajouter, par rapport à votre question de tout à l'heure, le rapport que j'ai entre le vin et la musique. Quand j'écoute de la musique, et j'en écoute très très peu, parce qu'elle est toujours dans ma tête quand je travaille, elle sonne 15 heures par jour, donc j'écoute très peu de musique. Et je ne fais que ça pratiquement. Donc je ne peux pas avoir de plaisir en même temps. Voilà. Donc il y a la musique d'un côté et le vin, c'est un moment vraiment de plaisir, mais je ne fais pas autre chose en même temps. Je partage avec des amis, bien évidemment, mais la musique, ça me prend complètement. Et si je peux rajouter par rapport à votre question, j'ai eu l'impression plusieurs fois en travaillant une partition, je travaille beaucoup, je passe beaucoup d'heures devant la musique et je lis, elle sonne dans ma tête. Et au bout d'un moment, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir l'impression de connaître le compositeur personnellement, d'avoir une certaine intimité donc, avec cette personne qui 19e ou début 20e, quelqu'un qui n'est plus là, en tout cas que je n'ai pas connu personnellement. Et c'est toujours un moment très émouvant de se dire, je connais cette personne, je sais ce qu'elle a senti, elle est présente à travers ses notes. Et j'ai l'impression qu'avec le vin, c'est la même chose. Donc on arrive à avoir cette étincelle d'humanité, de divin, bon, après on l'appelle comme on le sent, à travers la création. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on on peut connaître celui qui a fait le vin. Et c'est vrai que dans le vin, non, mais quand on connaît en plus celui qui l'a fait,
déguster une bouteille prend un autre sens. Et c'est le même rapport que j'ai avec la création. C'est pour ça que j'aime tellement la création contemporaine. Bon, la création, tout court. Oui, c'est qu'on connaît le compositeur. Donc, il est là, et puis je participe d'une certaine manière à la création. Il y a quelque chose de sculpturel, de travailler la matière. C'est pour ça que ça me plaît. Dans le jazz, c'est quand même un peu nouveau, les musiciens qui aiment le vin, non? Ah non? Ben, quand même, moi j'écoutais peut-être alors des musiciens qui sont un peu anciens comme Charlie Parker et tout, j'avais l'impression qu'ils avaient d'autres centres d'intérêt que le vin. Oui, oui, malheureusement, parce que c'était une époque qui était pas très juste, on va dire, et à l'époque, il y avait beaucoup de substances qui traînaient, et souvent, à New York, les patrons de clubs payaient leurs musiciens en leur donnant des... Avec de la drogue? Ouais, ouais. Et les jazzmen américains, aujourd'hui, boivent du vin volontiers, Oui. alors qu'à l'époque Oui, qu'évoque... ça intéresse. Moi, je suis très fier d'avoir éduqué des jeunes batteurs, des jeunes bassistes qui n'avaient pratiquement jamais goûté de vin, et je les ai emmenés en tournée en France, mais pas seulement, et leur faire découvrir, leur apprendre à goûter, en leur demandant à chaque fois leur avis. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi il est différent de celui qu'on a bu avant? Voilà. Essayer d'éveiller leur curiosité, je pense que c'est très important, et c'est comme ça qu'on apprend. Et Ruth Scherener, j'écoutais l'autre jour Emmanuel Krivine qui expliquait que la cave du Philharmonique de Berlin était une cave exceptionnelle. Est-ce que chaque grand orchestre a sa cave? Est-ce que dans vos voyages, on vous parle du vin quand vous êtes, par exemple, en Argentine ou ailleurs? Ah oui, parce qu'en plus j'ai dirigé dans les deux provinces viticoles, donc Ah oui. Mendoza et San Juan. Ouais. Et en plus, il y a une expression en Argentine qui dit être entre Mendoza et San Juan, ça veut dire être bourré. Oui. Donc Oui. voilà, les mauvaises langues se sont déliées suite à mes deux concerts. Oui, Ouais. dans ces endroits-là, oui, oui, bien sûr. Donc convivialité, intuition, perception, plaisir en commun, ce sont des valeurs que vous partagez l'un et l'autre, évidemment, que ce soit dans votre travail ou avec vos amis quand vous travaillez. Parce que vous ne travaillez pas seul, Jackie Terrasson. Il m'arrive de travailler seul, mais je joue dans des formations qui vont du solo jusqu'à 10 personnes sur scène. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, cette idée de partage est très importante. On a envie que ça dure. Un concert, après un chouette concert, on nous appelle à revenir sur scène, à faire un bis ou deux. Et quand on a partagé une très bonne bouteille avec des amis, on a envie de faire un bis aussi. Voilà, exactement. On fait le bœuf et on fait le bis. Voilà. Merci pour vos témoignages. On va passer la parole peut-être à la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur vin et musique? Est-ce que nos jeunes de Sciences Po Reims ou de la Néoma veulent intervenir, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, pour interroger Jackie Terrasson ou Ruth Scherener? Oui. Bonjour à tous, Eric Écolan. Moi, je suis très content de cette conférence puisque ça fait depuis à peu près 2008 qu'on s'intéresse beaucoup au vin et à la musique. On est producteur de contenu dans le monde culturel et dans le monde du vin, et on s'intéresse un peu plus aux musiques actuelles, je dirais du métal ou hip-hop. Et j'ai beaucoup d'anecdotes. Moi, j'ai même monté des ateliers dans des salles de musiques actuelles sur l'île pour associer un vin avec la programmation qui était faite chaque soir. Donc pour aller vraiment très très loin sur cette sensibilité et d'accord entre la musique et les bibliothèques en fait qu'on va échanger. Quand on décrit la musique et quand on décrit un vin, c'est très intéressant. On peut pas, selon moi, boire des vins très très tanniques avec des musiques qui vont rappeler du folk, qui vont rappeler des douceurs, qui vont rappeler des choses assez plutôt florales dans un vin. Donc on utilisait vraiment le vin comme cette espèce c'était fédérateur, en même temps un vecteur. Il y a vraiment un pont qui est évident entre la musique et le vin, ne serait-ce que des fois pour les problématiques des artistes à distribuer leur vin, à le produire. Nous aussi, on a remarqué, lorsqu'on faisait des reportages de vendanges, par exemple, les tensions qu'il y a et ce stress qui existe. On retrouve également ça dans un enregistrement d'un album. Récemment, là, on a travaillé pour le festival du Hellfest, qui est un des 3e gros festivals de métal, et le 3e festival en France. Et on a pu voir que c'est un festival qui est installé dans les vignes, à Clisson, dans le Muscadet.
où le vin et la musique, c'est vraiment bien intégré. Je posterai tout à l'heure sur Twitter, mais vous verrez, il y a une interview d'un des groupes qui s'appelle Satyricon, qui fait du black metal. Je ne sais pas trop si c'est le style de la maison ici, mais vous verrez comment les gens sont intéressés et comment on arrive à démocratiser le vin dans différents styles de musique. Et pour moi, c'est très intéressant. Et c'est une façon aussi d'éduquer. Les jeunes sont vraiment très à l'écoute de ce type d'accords, pour découvrir les appellations, je pense que les professionnels du vin ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, malheureusement, le vin qui est distribué dans les salles de concert aujourd'hui, il est souvent un petit peu de mauvaise qualité, souvent fourni par des brasseurs. Et donc, il y a vraiment des choses très, très intéressantes à faire, des témoignages. J'ai une petite anecdote sur un festival, on parle de jazz avec vous, monsieur. Il y a un label qui s'appelle Stone's Throw, qui est un label américain, qui a repris le catalogue de Blue Note et qui est en fait le directeur de ce label-là est venu au festival de Dour. Il venait d'Angleterre, il s'est fait saisir entre guillemets son vin à la gare pas de Waterloo, de Londres, et il avait des doléances au festival à demander des vins. Mais alors des vins, j'avais jamais vu ça. Moi qui connaissais le vin, donc la production m'a appelé et réclamé des vins de chez Colin, des vins de chez Ravenot, enfin que des grands vins. Et je lui dis c'est mort, c'est impossible d'avoir des vins comme ça dans le festival de Dour. On est à quelques kilomètres de Bruxelles et à quelques kilomètres de Lille. Finalement, en arrivant à Lille, on a trouvé une boutique. Je lui ai recommandé des vins. Et se passionner de jazz et se passionner de musique en général, déguster un champagne d'ici de Francis Boulard, si vous connaissez, et ça m'a fait halluciner de voir qu'on pouvait se retrouver au fin fond de la Wallonie, là où on ne boit pas forcément toujours du bon vin, et se retrouver avec des vins de chez Montille, de chez Boulard, et comme ça. Et donc c'est vraiment très intéressant, je pense. Jackie Terrasson approuve et dit que quand il va dans un festival, lui aussi il réclame du vin. C'est ça, je pense qu'il faut avoir des doléances. Il y a une liste aussi. Voilà. Merci pour votre témoignage, monsieur. D'autres questions? Il y a d'autres expériences avec la musique et le vin qui sont, alors, un peu ésotériques quand même. Moi j'ai connu des producteurs qui diffusaient de la musique dans leur chai pour exciter les levures au moment de la transformation du sucre en alcool. Ça n'existe plus? Si, je pense qu'il y en a toujours qui le font. Et puis il y a une expérience qui était amusante aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un chanteur qui s'appelait Évariste. Bien sûr. Qui avait commencé en même temps qu'Antoine faisait ses élucubrations, et qui était en fait un mathématicien. Et il a financé une partie de ses recherches avec l'argent de son disque je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Il y avait le calcul intégral dedans. Est-ce que le rock peut changer le calcul intégral ou je ne sais pas quoi. Évariste était, oui, dans les années 60. Et il a monté une société aujourd'hui, et il diffuse des sons, alors plus ou moins musicaux, mais il diffuse des sons, il dit que c'est de la musique, à l'intérieur des vignes, pour combattre certaines maladies du bois, comme l'esca, etc. Et bon, ça peut paraître un peu farfelu, mais il y a quand même quelques grands producteurs qui lui ont fait confiance et qui disent qu'ils ont des résultats, c'est-à-dire qu'ils ont des diminutions des maladies du bois en diffusant de la musique. Alors, on ne l'entend pas, la musique, heureusement pour les voisins, parce que je pense que c'est un peu bizarre, mais c'est des ultrasons qui sont diffusés dans les vignes. Et avec des résultats, alors ils ont essayé ça sur les huîtres, sur les endives, sur des maladies liées aux légumes, avec apparemment des résultats positifs. Et il y a plusieurs expériences qui sont menées dans les vignes en ce moment. Voilà. On ne va pas vous demander quand même de jouer du piano dans les vignes pour faire mûrir les raisins. Non, mais si quelqu'un a besoin d'un conseiller de classique, moi je Merci, on va en rester là, à moins qu'il y ait d'autres questions. On va vous libérer, passer à la table ronde suivante. Merci à vous quatre. Excusez-moi. Je ne la vois pas. Allez-y, mademoiselle. Oui, pardonnez-moi. Je m'appelle Julie, je suis étudiante à Sciences Po. Oui. Et je fais partie du Champagne Tasting Club. Et justement, en fait, j'avais une question par rapport à ce dont vous venez de parler, parce qu'on a eu l'occasion, dans le cadre de notre club d'œnologie, de nous entretenir avec un entrepreneur qui s'était associé avec une maison de champagne pour créer un champagne qu'il a appelé Décibel, où justement ils font, au cours de la fermentation, ils diffusent de la musique électronique, et parce que soi-disant ça améliore la qualité du champagne.
Et donc ma question c'était, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la clé d'un meilleur champagne ou que c'est au contraire un très bon coup marketing? Merci. J'ai pas compris la fin de la question. Ma question c'était, en fait, parce que donc il nous a expliqué que son champagne, il le vendait exclusivement à Ibiza et que ça avait énormément de succès dans les boîtes de nuit. Ah oui, David Guetta, oui. Alors ma question c'était, est-ce que c'est pas au contraire un très bon coup marketing? C'est certainement. Je pense que ça se situe exactement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va lui faire crédit de ce travail en disant que pourquoi pas, on prend argent comptant ce qu'il nous raconte, mais que ce soit un bon coup marketing, ça, je peux vous le confirmer, oui. Oui, il ne faut pas oublier que la Castafiore faisait casser les verres quand même. Donc, Merci à vous quatre d'avoir participé à cette première table ronde consacrée donc à la musique. Twitter, je vous rappelle, #VinoBravo. Et puis nous sommes en live sur le site du point.fr, il faut être précis, du point.fr, où vous pouvez suivre aussi le déroulement de cette journée. Merci à tous les quatre.